Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bienvenue dans Territoire d'Info, une émission de Public Sénat, de Sud Radio et de TV5 Monde avec les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine. Lundi, nous recevions Louis Giscard d'Estaing, le maire UDI de Chamalières, qui était notre invité sur ce plateau et qui a déclaré qu'Emmanuel Macron était le produit de François Hollande. Emmanuel Macron est le produit de François Hollande. C'est aujourd'hui d'ailleurs celui qui se présente comme étant finalement le continuateur de l'action de François Hollande. C'est l'hologramme de François Hollande en quelque sorte. Oui, exactement. C'est tout à fait ça. Donc on pourrait les mettre l'un et l'autre en hologramme sur des tribunes différentes pour démontrer que finalement c'est le même programme qui continue à vouloir mettre en œuvre. Les Français ont constaté les dégâts qui ont été faits et celui qui a eu les mots les plus durs mais les plus justes sur Emmanuel Macron, c'est François Bayrou précisément. François Fillon qui accuse le gouvernement de laisser se développer en France un climat de quasi-guerre civile qui ne profite qu'aux extrêmes. Est-ce que vous partagez ce sentiment et qu'est-ce qui fait dire ça à François Fillon et à vous-même le cas échéant ? Vous pourriez employer les mêmes mots ? Je ne crois pas que ça soit aujourd'hui, et heureusement d'ailleurs pour notre pays, le sentiment dominant, qu'il y ait des tensions, qu'il y ait des violences qui ne soient pas justifiées dans une période importante de choix démocratiques. Il faut effectivement les stigmatiser, mais je ne serai pas sur cette ligne. Mais est-ce qu'on peut juste, être sur les principes, quand même, Louis Giscard d'Estaing, quand par exemple le garde des Sceaux estime que la justice doit suivre son cours, élection présidentielle ou pas, est-ce que sur le plan du principe, est-ce qu'il n'a pas, au fond, est-ce que c'est pas une parole de bon sens ? Par exemple, ça peut tout à fait se justifier de dire que la justice doit garder à la fois son indépendance. Les enquêtes, il y a plusieurs enquêtes en cours en ce moment, et donc que la justice garde son indépendance me paraît tout à fait souhaitable, mais il faudra d'ailleurs qu'une réflexion soit engagée sur les conditions durables de l'indépendance de la justice par rapport aux partis politiques. Il y a la question de l'appartenance des magistrats à des organisations syndicales ou à des partis politiques qui me semble devoir à un moment donné être posée. Quand Marine Le Pen critique la justice et refuse par exemple de se rendre chez le juge d'instruction, est-ce que vous estimez que François Fillon, lui, est plus respectueux quand même de la magistrature que Marine Le Pen ou pas ? Ou est-ce qu'au fond, on a un peu l'impression qu'ils disent ou qu'ils font un peu la même chose ? Je ne parle pas des actes présumés, évidemment. Mais vous avez absolument raison. François Fillon s'est rendu à la convocation des enquêteurs, tandis que Marine Le Pen n'a pas souhaité le faire en utilisant l'argument de son immunité parlementaire au Parlement européen. Je crois que François Fillon a démontré qu'il était aujourd'hui prêt à en critiquant sévèrement le parquet national financier quand même. Il a été très sévère. Il l'est encore très sévère. Oui, il peut y avoir des discussions sur l'opportunité de mener ce type d'enquête à ce moment donné de la vie politique. Et je crois que si ce sont des faits qui remontent à plus de 15 ans, on peut effectivement s'interroger sur le fait qu'il aurait été opportun que ces faits soient connus. Mais est-ce que les élections, c'est plus fort que tout ? C'est un peu ce que disent un peu ces deux candidats. Écoutez, si c'est le peuple qui doit finalement trancher. Si on peut en venir... Moi, je suis contre à la fois la personnalisation à outrance de la vie politique. Je pense qu'il y a des candidats qui portent leurs idées et on est en train de voir d'ailleurs une recomposition aussi de certains à gauche. Le fait que Jadot se soit rallié à Hamon et que par contre Mélenchon se maintienne, tout cela montre qu'il est important que l'on en vienne très rapidement à des enjeux de fond de cette élection présidentielle. On va y venir, mais est-ce que la justice, notamment parquet financier, la juge du parquet financier, selon vous, s'est montrée indépendante ? Je crois qu'elle exerce ses responsabilités de façon indépendante. Je ne pense pas qu'il y ait de doute sur ce plan-là. Louis Giscard d'Estaing est l'invité de Territoire d'Info ce matin. Merci d'être avec nous. Il y a eu beaucoup de ralliements ce week-end pour Emmanuel Macron, des bons sondages. Cantar Sofrès lui donne 25%. Est-ce que c'est une bonne séquence qui vient de s'achever pour lui ? Est-ce que vous comprenez que des gens qui ont été sensibles, par exemple les anciens giscardiens, les gens qui se réclamaient de ces idées-là, soient attirés par Emmanuel Macron? Est-ce que vous le comprenez ? On peut le comprendre d'une certaine façon, parce qu'il essaye d'apparaître comme étant un personnage qui s'inscrirait dans une trajectoire comparable. Elle n'est en rien comparable. Je rappelle que Valéry Giscard d'Estaing, avant d'être élu président de la République, avait été 11 ans ministre des Finances, et pas de François Hollande, mais du général de Gaulle et du président Pompidou. C'est pas tout à fait la même chose. Deuxièmement, quand Valéry Giscard d'Estaing devient président de la République, il a un parti politique qui le suit, qui l'accompagne depuis longtemps, qui était à ce moment-là les Républicains indépendants, qui devient ensuite l'UDF. Et l'UDF, quand François Bayrou en devient président, il y avait plus de 200 députés. Aujourd'hui, combien y a-t-il de députés MoDem ? Je crois qu'il n'y en a même plus.
Mardi, François Calfon, membre de la campagne de Benoît Hamon, a défendu le candidat socialiste et a critiqué Emmanuel Macron, qui n'est pas, selon lui, un candidat anti-système. Au-delà de ses convictions écologistes qui sont réelles, celle de Benoît Hamon, il a discuté d'abord avec M. Jadot parce qu'il pensait que c'était finalement celui par lequel l'unité de la gauche était possible. Ça a pris du temps. Mais là, il y a l'unité de toute la gauche, avec en plus les amis de Manuel Valls. Je pense qu'il est nécessaire, puisque vous posez la question, je vous réponds très directement, que nous passions à un dialogue plus direct avec les Français sur les sujets qui les concernent. Autant le sujet de la primaire sont des sujets plus politiques parce qu'on a un corps électoral beaucoup plus politisé. Autant les sujets des Français, et pour moi, c'est la campagne que nous avons menée avec Arnaud Montebourg. Ils sont dans le cœur, finalement, le moteur économique et social. Dans ce que j'ai entendu du programme économique d'Emmanuel Macron, qui a une certaine habileté politique qu'il faut lui reconnaître, il y a une prolongation des politiques sociales libérales. Ça n'est pas une surprise, puisqu'il en a été l'inspirateur comme secrétaire général adjoint de l'Élysée. On peut expliquer qu'il ne touchera pas aux hôpitaux, mais quand vous faites moins 160 000 fonctionnaires, vous allez toucher un certain nombre de fonctions qui touchent les Français. Alors, on a coutume de dire, si on ne touche pas aux policiers, si on ne touche pas aux infirmières, tout va bien. Oui, mais on touche au bureau de poste. Oui, mais on touche aux structures de l'assurance maladie. Oui, mais on touche à toute une série de services publics qui sont chers, finalement, aux Français. Quand on regarde, encore une fois, les chiffres et les sondages, encore une fois, restons prudents, il ne s'agit que de photographies. Je parle du second tour. Emmanuel Macron est le seul qui gagne largement, qui gagnerait largement contre celle que vous dénoncez, Marine Le Pen. Là, quand même. Pour moi, c'est un artefact, d'une certaine manière, du premier tour. Et tous les candidats, y compris Benoît Hamon, tous. Moins largement. D'accord, mais gagne face à Marine Le Pen, parce qu'il y a quand même une résilience. On a dit aux élections régionales que le Front National allait prendre je ne sais pas combien de régions, on l'a dit aux départementales. En réalité, il y a une résilience électorale et une résistance qui se réduit au fur et à mesure des élections, quand même. Oui, mais enfin, regardez, puisque vous êtes un fin observateur de la vie politique, même dans ce quinquennat-là, avec les difficultés que la majorité a connues, je pense qu'il faut relativiser cet argument sur Macron qui serait le sauveur face à Marine Le Pen. Je pense que et la gauche et la droite, placés au second tour, seraient tout à fait en situation de gagner face au Front National. Macron un peu anti-système. Je prends un seul exemple. Vous êtes élu, par exemple, en Ile-de-France, oui. À Paris. Il y avait un candidat socialiste qui avait été désigné, une femme. Il faut qu'elle fasse de la place pour Cécile Duflot. Ça, c'est une des conséquences de l'accord. Non, mais juste, on va pas rentrer dans le détail. Mais est-ce que justement, c'est cette façon de faire de la politique, est-ce que c'est pas ça aussi Macron, que beaucoup de gens ne veulent plus? Je sais que ça vous déplaît, vous journalistes, mais Macron n'est pas le candidat anti-système, mais le candidat du système. Quel système? Non, mais on va répondre. Veut bousculer tout ça. Et je vais vous répondre précisément du système bancaire. C'est le candidat de la banque Rothschild, c'est une réalité, et d'un certain nombre de milieux d'affaires. C'est une réalité, y compris par les soutiens financiers. D'ailleurs, qu'il publie la liste de ses soutiens. En ce qui concerne les affaires électorales, mais la tambouille électorale, parce que c'est ce que vous décrivez, n'est-elle pas en marche entre M. Bayrou et M. Macron, puisque finalement son accord derrière les accents de sincérité béarnaise s'est fait à une sauce béarnaise à quelques dizaines de circonscriptions. Pas deux poids, deux mesures. J'entendais sur une radio ce matin les réactions d'auditeurs. Je peux vous dire que si vous ne payez pas votre tiers provisionnel, si vous êtes flashé, si vous êtes arrêté au feu rouge avec une alcoolémie, vous allez en garde à vue immédiatement. Oui. François Calfon, on est dans un contexte de campagne présidentielle. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une sorte de trêve judiciaire? On l'a vu que dans d'autres campagnes... Je ne comprends même pas que vous puissiez reprendre à votre compte ce type de thèses qui sont évidemment... Non, je vous pose la question. Est-ce que c'est défendable ou pas? Voilà. Absolument pas défendable. Et je vous réponds que c'est absolument pas défendable. Dans les magistrats, on répond. Et ce sont les éléments de langage finalement des entourages des deux personnalités politiques mises en cause. Les deux personnalités politiques mises en cause, lesquelles sont-elles? Madame Le Pen, qui a usé et abusé finalement des largesses du Parlement européen pour faire vivre son parti politique. Mais il y a beaucoup d'autres affaires judiciaires qui concernent le Front National, sur le financement de campagne électorale avec M. Chatillon et Riwell. Et encore, aujourd'hui, la presse ne s'intéresse qu'au volet franco-français. Elle ne s'intéresse pas éventuellement à des financements syriens de cette agence de communication. Donc il y a quand même il n'y a pas de fumée sans feu. Alors que François Fillon n'avait pas encore reporté son déplacement au Salon de l'Agriculture, Éric Woerth, le conseiller politique de la campagne de François Fillon, qui était notre invité mercredi, a concentré ses attaques sur Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
Les deux marchent ensemble. Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont envie d'être candidats l'un contre l'autre. Parce que Emmanuel Macron n'est en aucun cas un rempart contre le Front National au deuxième tour. Je le pense pas le vote très utile. sincèrement. Je pense qu'il avantagera à un moment donné le vote pour Marine Le Pen. Il y a des gens qui iront voter pour Marine Le Pen parce que c'est Emmanuel Macron qui est au second tour. Sur la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français, le manque à gagner. Non mais la taxe d'habitation c'est 22 milliards. Il dit je vais supprimer 10 milliards de taxes d'habitation. Donc il peut avoir une manière marketing de présenter. Mais alors on va prendre l'argent où d'après vous ? Donc ça veut dire qu'il y a des gens, qui vont, et ils seront heureux d'ailleurs, ils paieront plus de taxes d'habitation. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les collectivités locales qui financent les crèches, les policiers municipaux, la réparation des trottoirs. Et donc vous allez transférer de l'impôt local en impôt national parce qu'il y a bien quelqu'un qui paiera. Il y a bien quelqu'un qui paiera, il se garde bien de le dire. Donc vous allez éloigner l'impôt du citoyen. Plus vous éloignez l'impôt du citoyen, plus vous éloignez le contrôle de l'impôt par le citoyen. Je pense que c'est une très mauvaise idée. C'est une mise en scène, en réalité, de la fausse suppression d'un impôt. Éric Woerth, François Fillon doit annoncer son programme samedi devant la personnalité de la société civile. Entre le programme du candidat Fillon à la primaire et le candidat à l'élection présidentielle, qu'est-ce qui a changé ? Mais d'abord, ce qui a changé, c'est qu'on n'est plus dans la primaire, on est dans l'élection présidentielle. En même temps, le cœur du programme de François Fillon, c'est son programme de la primaire, parce qu'il ne faut pas changer les choses. Et puis chaque fois qu'on veut changer les choses, vous dites on recule. Donc il faut faire très attention à tout ça. Vous diriez quoi, qu'il est toujours radical, ce programme ? Il est très fort, il est puissant. Et il emploie le terme de radical, oui. Ça veut dire puissant, ça veut dire qu'il est de nature à redresser le pays qui a besoin de réformes choisies, pas ambiguës, pas de petites réformes, pas de milieu du gué, ça ne sert à rien, c'est quand vous êtes au milieu de la rivière, sauf à vous noyer. Donc il faut évidemment passer cette rivière, traverser les handicaps de la France pour redresser notre pays. C'est une bonne nouvelle pour les Français. Un mot des affaires quand même, Éric Woerth. Serge Tourner, désigné premier juge d'instruction dans l'affaire du Penelope Gate, c'est le juge des dossiers Sarkozy. C'est notamment lui qui a choisi de renvoyer en correctionnel Nicolas Sarkozy dans l'affaire Pygmalion. Est-ce que ce choix vous interpelle ? Je sais pas. Alors franchement, j'ai vraiment aucune opinion à avoir sur le choix d'un juge. M. Tourner a une image de grand sérieux. Enfin, la question n'est pas là. La question elle est de savoir comment, au fond, comment la justice aujourd'hui interfère sur l'élection présidentielle. Et je crois que François Fillon a eu raison de monter le ton sur ce sujet et de dire les choses, pas pour s'extraire d'une procédure judiciaire. La justice fait son travail comme elle doit le faire dans tous les pays et dans toutes les républiques. Mais en même temps, cette interférence entre démocratie, temps politique et temps judiciaire est quelque chose d'assez inquiétant. Et quand M. Urvoas dit qu'au fond, tout ça n'a pas d'importance dans une grande interview, moi j'aimerais bien que M. Urvoas, à ce moment-là, garantisse à un justiciable qu'il n'y a pas de fuite dans les enquêtes préliminaires. Ça n'a pas été le cas et j'ai pas l'impression qu'on ait ouvert d'enquête, au moins administrative, sur ce sujet, ce qui est quand même une faute, me semble-t-il, assez grave. Permettez de nous dire, c'est ce qu'on nous dit à l'instant, que la visite de François Fillon au salon de l'agriculture serait reportée. Est-ce que c'est quelque chose qui vous choque ? Je n'ai aucune information là-dessus. Il faudra que vous vérifiez quand même vos informations. Premier grand discours de Donald Trump devant le Congrès américain. Est-ce qu'au fond, l'élection en tant que président américain de Donald Trump n'a pas ouvert le champ possible à une idée qu'en France, maintenant, tout est possible ? Oui, évidemment, mais on le voit en regardant le monde entier. Les opinions publiques sont souvent très, très désarçonnées pour des raisons souvent extrêmement différentes, mais on voit bien des mouvements inconnus prendre le pouvoir, au moins souvent dans des collectivités locales, avant d'essayer de le prendre sur le plan national. Oui, les choses sont possibles parce que le monde est de plus en plus incertain et les peuples ont souvent besoin de se réfugier, parfois même dans l'inconnu, ce qui est assez curieux. Est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'une victoire de Marine Le Pen est possible ? Je connais personne qui mettrait sa main à couper que c'est totalement impossible. Je pense quand même qu'il y a un plafond de verre, comme on dit, qui est peut-être de plus en plus mince, mais enfin qui existe. Mais tout est possible, même et surtout l'élection de François Fillon. Jeudi, Alexis Corbière, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et de son mouvement La France Insoumise, a estimé que François Fillon, en faisant le choix de se maintenir, pourrit toute la campagne des présidentielles. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut observer. Le cas Fillon est révélateur d'un climat qui est détestable. C'est-à-dire que vraiment, il y a, je dirais presque, mais ça fait suite à nombre d'affaires.
Il y a un doute qui s'est installé dans le pays, chez beaucoup de nos concitoyens, du fait qu'existe une caste politique, je dis le mot, totalement détachée de leurs préoccupations. Quand on pense que devant les Français, on va convaincre en disant mon épouse, je l'ai embauchée à 3 500 € par mois sans qu'elle puisse prouver une activité professionnelle. Vous connaissez quelqu'un qui pendant 10 ans peut travailler sans avoir un collègue de travail, une note, rien. Quand on dit que ses propres enfants ont été aidés pour rédiger un ouvrage avec de l'argent public, en étant payés plus de 3 000 € par mois, je suis enseignant au lycée professionnel depuis 22 ans. Que je suis enseignant en lycée professionnel depuis 22 ans, je ne touche pas ces sommes. Et quand on pense que c'est des sommes banales, normales, sur lesquelles on n'a pas à justifier, que ce soit légal ou pas, c'est peut-être légal, mais c'est immoral, choquant. Que changerait votre 6ème République à un cas comme François Fillon? Premièrement, il y a un problème, j'ai envie de dire, général de consentement en l'autorité. Il y a un doute qui s'est installé vis-à-vis de la police, vis-à-vis de la justice, vis-à-vis des hommes politiques. Si on ne remet pas à plat, l'issue violente n'est pas impossible dans les années qui viennent, et je ne le souhaite pas. Il faut qu'on se refonde comme peuple. Qu'est-ce que nous voulons ? Comment doit fonctionner la démocratie? Quelle est la transparence que nous devons avoir vis-à-vis de nos élus? Quels sont les moyens dont ils doivent disposer? Comment, comme citoyen, je peux peut-être révoquer un élu si je ne souhaite plus qu'il exerce son mandat? Comment on tient compte du vote blanc, etc., etc. À travers ce que nous faisons à la France Insoumise, nous voulons que cette colère, cette indignation légitime, qui d'abord est surplombée par 9 millions de gens sous le seuil de pauvreté, 6 millions de chômeurs, une aggravation de la situation, comment d'une manière aussi institutionnelle, mais pas seulement pendant proposition sociale, on règle ça. Mais sinon, vous avez un homme qui s'arc-boute, qui en quelque sorte, et je termine là-dessus, mais la Ve République privatise les choses. C'est-à-dire que M. Fillon dit « j'ai décidé, je marque-boute », et alors ça pourrit toute la campagne. Vous m'invitez, et j'ai plaisir à être avec vous, et on passe 5 minutes, mais c'est normal, j'ai envie de dire, je vous le reproche pas. En même temps, vous parlez de vos propositions aussi. J'entends bien, mais observez que c'est quand même bizarre que nous passions de notre temps, alors qu'on est à 50 jours du premier tour d'une élection présidentielle. Vous ne trouvez pas que c'est un fait important de la campagne? C'est ce que je suis en train de dire. Ouais. Comme c'est un fait important, ça pourrit tout. Vous appelez la France Insoumise à descendre dans la rue le 18 mars prochain, aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Dimanche prochain, au Trocadéro, François Fillon appelle les Français, le peuple de droite, à descendre dans la rue. C'est la même chose? Il est dans une exacerbation du discours qui lui permet de... C'est une stratégie, une tactique. Bon, de dire en gros, je n'y suis pour rien, on m'attaque, etc. Mais on a en droit de s'interroger, s'il est élu, qu'est-ce qu'il va faire? Le grand coup de balai dans la justice? Il va les chasser, tous ces juges? Il est là dans un niveau... C'est votre crainte? Allez. Du moins, c'est préoccupant. Mais vous avez raison, je termine, parce que je suis là aussi un peu pour ça. Le 18 mars, samedi 18 mars, grande manifestation. Tous ceux qui ont envie... Noté. Non, mais c'est important pour passer en 6ème République. Et puis s'il y a quelques casseroles dans la foule, après tout. Emmanuel Macron dévoile dans Le Parisien ce matin, il dit « Même règle pour tous les régimes, un vrai système universel de retraite, 1 euro cotisé ouvrira les mêmes droits pour toutes les catégories socio-professionnelles. » C'est quand même une avancée, ça. Mais qu'est-ce que vous appelez un régime spécial? Il y a des métiers, effectivement, qui sont plus durs et qui peuvent amener à ce que les salariés partent un peu plus tôt à la retraite. Personnellement, ça ne me choque pas. C'est pas là que sont les privilèges. Je connais le discours qui consiste à dire, souvent dans le cas de M. Macron, l'égalité, comme il dit, au nom de l'égalité, on va supprimer la carte scolaire. Mais pour celui qui connaît, pardon d'être un peu technique, mais ceux qui auront Public Sénat et s'y connaissent, supprimer la carte scolaire, c'est aggraver les inégalités scolaires. Donc vous avez toujours derrière ces mots, cette novlangue, qui consiste souvent à faire croire que la modernité, finalement, quand on regarde dans le détail, ce sont des reculs. Moi, je ne crois pas que des salariés, je pense notamment à ceux qui conduisent des trains qui sont extrêmement éprouvants, etc., soient des privilégiés et que le fait qu'ils bénéficient d'un régime de retraite un peu différent fait d'eux des privilégiés. Novlangue, ça veut dire que c'est un programme de technocrate, ce que vous êtes en train de nous dire? C'est le parler fourbe. C'est-à-dire, je vous dis quelque chose, et puis en vérité, c'est l'inverse. On proclame la modernité, et en vérité, ce qu'on propose, c'est assez réactionnaire. Les rencontres entre Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, tout ça pendant des semaines, message interposé. Vous n'êtes pas là dans un grand gâchis quand vous voyez l'état, justement, de cette campagne? Il y a eu un sketch, effectivement, je suis d'accord avec vous, qui était je veux te voir, pas te voir, il faudrait l'unité, mais en vérité derrière moi. Bon, bref. Et puis il y avait des désaccords de fond. Je crois que Benoît Hamon l'a reconnu, notamment sur la question européenne, qui surplombe beaucoup de choix. Oui, mais est-ce que c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui apparaît comme un diviseur? Chacun reste dans son couloir. Mais c'est la stratégie qui essaye d'insuffler les proches de Jean-Luc Mélenchon, de Benoît Hamon, pardon. Voilà. Jean-Luc Mélenchon est le diviseur. Moi, j'arrête ce sketch. J'ai été trop invité dans des émissions pour commenter ça. Vous avez raison. Non, mais sur le fond, c'est intéressant ce que vous dites. Sur le fond, moi, je veux bien discuter du fond. Ouais. Sur le fond, j'ai vu. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas possibilité d'accord entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon sur le fond. C'est ce qui a amené à bout d'un moment à se dire de manière claire. Pas une question d'ego et d'homme. Non, je crois Donc, pas. Par exemple, et puis d'une difficulté. Par exemple, sur la dette publique, quand Benoît Hamon dit qu'il ne veut pas rembourser, mais la renégocier, là-dessus, vous n'êtes pas d'accord avec lui? Si, bien sûr qu'on est d'accord, avec beaucoup de choses. Mais il ne vous a pas échappé que Benoît Hamon dit beaucoup de choses qui ressemblent à ce que nous disons sur certains points. Mais souvent, quand on rentre dans le détail, il y a une difficulté. Et puis enfin, il y a une dernière chose qu'il faut... Un problème, je veux dire, circonstancié, mais qui est de fond. J'ai dit un électeur sur 2 qui n'a pas fait de choix. Et vous croyez que ces gens, aujourd'hui, très dégoûtés, ils peuvent se ranger derrière un candidat du Parti Socialiste? Moi, je ne le crois pas. Et je l'ai dit à Benoît Hamon et à son entourage, je ne le crois pas. Et en vérité,
nos électorats ne sont pas additionnables. Ça, c'est une arithmétique froide. Les gens qui nous font confiance ne se rallieront jamais derrière un candidat issu du Parti socialiste. Vendredi, Florian Philippot, le vice-président du Front National, qui était notre invité, réagissant aux multiples rebondissements de l'affaire Fillon, a jugé que le candidat de la droite était pris dans des difficultés dont il était responsable. Il s'est mis lui-même dans cette situation, je suis désolé, parce qu'il a dit, il y a encore 3 semaines, il disait « si je suis mis en examen, je pars ». Ce qui est une formulation qui est contestable. Hein. Est-ce qu'on peut faire dépendre une élection de la décision d'un juge alors qu'il n'y a pas de culpabilité? C'est un vrai débat. Mais il ne respecte pas ensuite cette promesse. Donc là, je veux dire, il est pris évidemment dans des difficultés, mais dont il est responsable. Il n'aurait jamais dit cela, il serait moins en difficulté aujourd'hui. Quand Emmanuel Macron, ce matin, sur un média concurrent, dit à propos de l'éventuelle candidature d'Alain Juppé, puisque maintenant on reparle d'une éventuelle candidature de Juppé pour remplacer Fillon, une présidentielle n'est pas une session de rattrapage. Est-ce qu'il a raison ? Non, mais on comprend qu'Emmanuel Macron soit très gêné par l'éventualité d'une candidature Juppé. Et vous, non? Nous, on s'en moque. Nous, on s'en moque, si vous voulez. Nous, on n'adapte pas notre projet, nos 144 engagements pour la France à nos adversaires. Monsieur Macron... Mais sur le principe... Ça poserait même la question du positionnement de Monsieur Bayrou. Est-ce qu'il retournerait à ce moment-là vers Alain Juppé? C'est pas du tout impossible, puisqu'il avait un accord avec Alain Juppé. Et puis, ils sont vraiment sur le même programme, le même projet, c'est-à-dire pour vous, ça ne change pas la donne de l'élection présidentielle. La poursuite du hollandisme. Macron comme Juppé, ce serait la poursuite totale du hollandisme. Juppé, je ne sais pas s'il sera dans la course. Macron, il y est en tout cas. Il y est et il se transforme de plus en plus d'ailleurs en espèce de voiture balai du système. C'est lui votre adversaire? Oui, on sent que c'est lui. Là. Vous ne parlez que de lui ce matin. Je ne sais pas que je parle que de lui, c'est qu'aujourd'hui, clairement, pour le moment, l'affiche de second tour qui se dessine, c'est Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. Donc c'est un beau débat, c'est un débat de fond. Quand je dis voiture balai du système, pourquoi? Je vois Robert Hue qui le rejoint. J'ai vu M. Cohn-Bendit, M. Bayrou. Évidemment qu'il est le candidat dauphin de François Hollande et de Bernard Cazeneuve. C'est maintenant de plus en plus clair, qui veulent se perpétuer le hollandisme 50 plus à travers Macron. Quand Macron dit « je suis le candidat des classes moyennes et populaires », pas le Front National, vous lui répondez quoi ce matin ? On n'est pas le candidat des classes moyennes et populaires déjà quand on les méprise. Hein, moi, j'ai pas oublié. Il les méprise. Oui, j'ai pas oublié les formules qu'a utilisées. À chaque fois qu'il ne fait pas attention, M. Macron a des propos blessants. Les illettrés, les alcooliques dans le bassin minier, les illettrés de Gade, l'histoire du costard, etc. Je suis désolé, on ne parle pas comme cela des Français. Point de vue de la stratégie politique, lui il dit je suis ni de droite ni de gauche. Est-ce qu'au fond c'est pas un point commun que vous avez avec lui? Si, mais bien sûr, mais ça donc vous avez un point commun avec Emmanuel Macron? mais oui, parce que nous reconnaissons tous les deux dans le nouveau clivage. Le clivage gauche-droite est terminé. D'ailleurs, les représentants de la gauche et de la droite ne sont pas qualifiés au second tour. Et aujourd'hui, le clivage oppose les mondialistes, les européistes, comme M. Macron, qui veulent un monde sans frontières du tout. Ni économique, ni financière, ni migratoire. C'est quand même une chose qu'on n'a pas compris. Quand Marine Le Pen dit qu'elle veut renationaliser la dette publique française, plus de 2000 milliards comme tout le monde le sait, dont une bonne partie est aujourd'hui détenue par les fonds étrangers, concrètement, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que, regardez, au Japon, ils ont la chance d'avoir une dette nationale. Alors elle est beaucoup plus élevée que la nôtre. Elle est beaucoup plus élevée. Oui, mais c'est un étouffoir. Non, il se trouve qu'ils ont des taux d'intérêt extrêmement bas, parce qu'elle est complètement nationale. Nous, elle est détenue à 65% par des non-résidents, par des étrangers. Donc il faut faire en sorte qu'on renationalise en mobilisant notre richesse nationale, ce trésor qui est l'épargne nationale. Donc vous dites aux banquiers et aux banques ce matin... De mettre en place... Ayez peur, banquiers, ayez peur, c'est ça que vous leur dites. Préparez-vous au contrôle de l'État. Ayez peur, mais sachez qu'il y aura de nouveau un chef de l'État et un gouvernement, et que c'est plus vous qui serez les rois du monde. Hein. Avec Macron, oui, vous êtes les rois du monde, puisque ce sera un des vôtres qui sera au pouvoir. Avec Marine Le Pen, la politique reprend ses marques. Et le chef de l'État et l'État reprend ses marques. Et nous avons à reconstruire une industrie nationale. Nous avons à reconstruire évidemment une dette à l'affaiblir au maximum, évidemment, mais nationale. Et pour cela, il faut créer un fonds souverain français, par exemple. Créer un fonds souverain français. Levée d'immunité parlementaire de Marine Le Pen qui a été votée hier par le Parlement européen pour des diffusions d'images chocs sur Twitter et notamment concernant la Syrie. Marine Le Pen est désormais fragilisée, selon vous? Non, je crois qu'elle est renforcée par cette espèce de témoignage militant de ce qui s'est passé au Parlement européen. Pourquoi? D'abord, il faut rappeler pourquoi en décembre 2015, Marine Le Pen met ses photos de Daesh, du fondamentalisme islamiste qui dénonce l'horreur de Daesh. Parce que nos électeurs étaient à l'époque en permanence comparés dans certains médias aux djihadistes.
Et elle a dit stop, moi je suis chef de parti, je dois défendre l'honneur de mes millions d'électeurs et je vous montre, elle met sur Twitter, elle dit Daesh c'est ça. Voilà, n'oubliez pas l'horreur et arrêtez vos comparaisons qui sont insupportables. Et à ce moment-là, le parquet se ridiculise aux ordres de M. Cazeneuve en lançant cette procédure contre Marine Le Pen. Oui. Et mais la levée d'immunité est levée. Je vous signale que l'Assemblée nationale, dans la même affaire, a refusé évidemment de lever l'immunité. De Gilbert Collard sur la même affaire. Oui. Par contre, le Parlement européen le fait sur Marine Le Pen. Pourquoi, selon vous ? Parce que le Parlement européen est en guerre contre les... Parce que le Parlement est en guerre contre vous. C'est une ingérence de Bruxelles dans la campagne présidentielle de Marine Le Pen. Le Parlement européen démontre qu'il est en guerre. Et je crois, à part Nadine Morano, pour l'UMP, ils ont tous voté la levée d'immunité. Voilà, c'était Territoire d'Info, une émission de Public Sénat, de Sud Radio et de TV5 Monde. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Je réouvrirai le débat sur la PMA pour les femmes, pour les couples de femmes et pour les femmes célibataires. Je pense que c'est le premier truc que je ferai. Le même salaire pour tout le monde, voilà, universel. Peu importe le métier, le même salaire pour tout le monde, sur le même pied d'égalité. Vos rendez-vous avec Public Sénat. Je suis une femme et j'ose me présenter. Première femme à se présenter à la candidature suprême, comme on dit. Oui, il fallait oser le faire. Et je l'ai fait d'ailleurs en m'adressant à toutes les femmes, pas seulement celles de la classe ouvrière. Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Qu'on puisse me faire un traitement particulier parce que je suis une femme, c'est une injure, c'est une infamie pour moi. Mes collègues étaient absolument fascinés. Ils étaient tout émoustillés. Personne n'aurait imaginé de dire « le général de Gaulle se quasi-chauve ». J'en fais aujourd'hui. Il avait une manière de parler que les femmes ont souvent en politique qui n'est pas la même. Il y avait le côté mère protectrice. On a beaucoup de mal à considérer qu'une femme qui entre en politique le fait de son propre chef. D'un côté, ils prétendent être heureux de voir des femmes se présenter à la présidence de la République. De l'autre côté, ils ne sont pas forcément prêts à voter pour elles. Un jour, je serai présidente, ce soir à 22h sur Public Sénat. Public Sénat, au cœur du débat.